On va passer à l'intervention suivante de Marc Benoît, qui est directeur de recherche à l'INRA au département Sciences pour l'action et le développement à Mirecourt. Et la particularité de Marc Benoît, c'est qu'il a accompagné la démarche de Vittel sur le contrôle de la qualité de l'eau par les acteurs du territoire de 1987 à 2004. Donc il a une certaine expérience et un certain recul sur ses actions. Donc Marc, à toi. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'accueillir un agronome dans un monde de non-agronomes. Et j'ai l'avantage d'avoir préparé cette présentation avec Julien Fiquepron, qui est lui-même très forestier. Et cette situation est due au fait que très souvent, en tant qu'agronome travaillant sur la qualité des eaux construites par l'agriculture dans des bassins d'alimentation de captage, j'avais aussi des forêts à prendre en charge dans mes bassins d'alimentation de captage. Donc, d'où le titre de notre exposé, Gestion territoriale des bassins d'alimentation, c'est-à-dire que non seulement nous allons nous concentrer sur la qualité de l'eau, mais en plus nous allons prendre un point de vue de gestion de territoire. Et en exposant quelques modestes expériences envisagées. En termes d'introduction, en tant qu'agronome, je peux dire que les forestiers sont des très mauvais communicateurs. Si je devais caricaturer, je dirais que les forestiers sont totalement en dehors du jeu de la communication en ce qui concerne la qualité de l'eau. Bien sûr, les forestiers souhaitent contribuer à la protection des ressources en eau, ils cherchent une certaine reconnaissance, mais quand je compare à la qualité de la communication des agriculteurs sur cet objet, la qualité de l'eau, je vais admettre que vous êtes très, très, très loin de la barre. J'espère que vous me pardonnerez. Je vais prendre un exemple. On nous parle très souvent de Munich, mais quand on parle de Munich, prenez tous les textes, on parle de l'agriculture de Munich. Oui. Und warum nur Landwirtschaft aus München? Eh bien, pour une raison simple, c'est que la forêt, qui a pourtant été composée dans le bassin d'alimentation de Mangfall, qui alimente Munich en eau potable, est oubliée à l'heure actuelle dans les communications au sujet du bassin d'alimentation de Munich. Donc ceci ne constitue pas une spécificité française. Quel est donc le rôle que l'on peut attribuer à la forêt dans les bassins d'alimentation des captages? Donc je me restreins là à un tout petit territoire mondial, les petits territoires qui permettent aux humains de se fournir en eau potable. Et pour l'instant, on peut admettre que face à une communication qui est parfois alarmiste sur l'eau potable, du poison dans l'eau du robinet, quelles solutions peuvent apporter les forestiers pour une ressource en eau de qualité? C'est là-dessus que portera cet exposé en deux parties. La première partie vise à rappeler quelques faits qui lient la forêt et la qualité des ressources en eau. En insistant sur deux points de vue, d'abord la présence de la forêt et deuxièmement en fouillant un petit peu plus sur des aspects de gestion forestière. Alors sur la forêt et la qualité de l'eau, donc là je reprends des travaux de collègues forestiers. Donc les sols forestiers ont des propriétés souvent antagonistes. Ils sont riches en matière organique, ce qui augmente la capacité de rétention de l'eau et d'éléments potentiellement polluants. Ils sont souvent acides et l'acidité, quant à elle, peut se transmettre à l'eau et augmenter la mobilité de ces polluants, d'où un certain doute. Les chiffres tout à l'heure vont lever un certain nombre de ces doutes. Pour reprendre des schématisations donc issues de collègues de l'INRA, on a souvent un bon couplage des cycles biogéochimiques. La forêt assure une couverture pérenne, ce qui limite les phénomènes de relargage. Donc ce qui nous intéresse, c'est la flèche d'en bas, celle qui alimente les ressources en eau. Nous avons, lors d'une étude surfacique prenant en charge 35 bassins d'alimentation différents,
constaté qu'en Lorraine, on n'avait jamais de problème de potabilité dès que l'on avait plus de 30% de ces bassins couverts en forêt. C'est-à-dire que le mariage des années 2000 entre l'agriculture pratiquée par les agriculteurs dans ces bassins et les forêts arrivait à un résultat fort satisfaisant à partir du moment où on avait au moins 30% de surface en couverture forestière. Le point sur la qualité de ces forêts sur la ressource en eau, en termes de protection du sol, eh bien, les forêts ont l'avantage de créer une turbidité limitée. En termes de rôle épuratoire, il est marqué pour les formations boisées en contact d'eau polluée, qu'il s'agisse de ripisylves le long des cours d'eau, qu'il s'agisse de forêts alluviales ou qu'il s'agisse de haies bocagères. Les phénomènes de filtration, d'absorption créent des conditions favorables à la dénitrification. À titre d'exemple, un travail donc réalisé par Maridé en 1994 nous montre que dès que l'on atteint des largeurs de l'ordre d'une vingtaine de mètres de bandes rivulaires, on arrive à absorber pratiquement 80%, plus de 80% de l'azote qui rentrait à l'amont de ces zones. Donc une protection fort favorable. Maintenant, en ce qui concerne la gestion forestière et la qualité de l'eau, la gestion est beaucoup moins intensive qu'en agriculture. Les ordres de grandeur cités tout à l'heure par Olivier Picard sont instructifs. Je vais parler de nitrates, parlons tout de suite de phytosanitaires, je n'en parlerai plus ensuite. C'est de l'ordre d'un facteur 500 entre la moyenne d'un champ cultivé, que je dois dire en tant qu'agronome de plus en plus intensif en usage de phytosanitaires, du moins en ce qui concerne l'Europe, globalement, et les forêts. Globalement, l'usage des intrants est beaucoup plus faible, donc entre 0,3 et 1% des surfaces de forêt publiques reçoivent des fertilisations ou des produits phytocides, selon un travail mené par Romain Amat, ce qui est très très faible. Deuxièmement, les perturbations du couvert végétal sont plus rares. Ma vraie spécialité en tant qu'agronome, c'est l'étude des successions de cultures dans les paysages agricoles du monde. Les forêts, de ce point de vue-là, sont des objets qui ne permettent pas de travailler beaucoup sur les successions de cultures. Pour être encore un peu plus précis, très souvent, en ce qui concerne en particulier les flux de nitrates, ils ont lieu à l'arrêt du fonctionnement d'une culture avant la mise en œuvre de la culture suivante et l'absorption par la végétation qui suit. Dans le cas d'une forêt, cet arrêt n'a pas lieu. Il faut rester attentif à l'éventualité donc de travail du sol lors d'implantation d'un certain nombre de couverts et de traitements phytosanitaires. Un travail que nous avons mené suite à la tempête Lothar, dans des bassins d'alimentation de captage, vous permet de voir qu'effectivement, après la tempête, donc la tempête a eu lieu un jour de décembre 1999, nous avons des augmentations de teneur en nitrate importantes. Quand je dis importantes, nous avons au maximum 14 mg par litre dans le bassin d'alimentation qui avait été le plus perturbé par une destruction totale des couverts forestiers liés à cette tempête. 14 mg par litre ferait rêver tous les maires d'Europe s'ils prenaient votre place dans cette salle. Car vous savez que la limite de potabilité est à 50 mg par litre et que très souvent, on est très proche, voire au-delà. Et donc, dès qu'on a des dégâts très, très importants, et nous remercions ex post cette tempête pour nous avoir permis d'obtenir des résultats in situ réels dans des vrais bassins d'alimentation, quand les dégâts dépassent 90% du surface forestier, nous avons une augmentation de 10 mg par litre de teneur en nitrate. Je résume en tant qu'agronome, une augmentation ridicule après une tempête dramatique. La gestion forestière est mobilisée pour améliorer la qualité des eaux.
Une synthèse a été réalisée donc, sur 30 études menées aux États-Unis et au Canada, montre que dans 70% des cas, la teneur moyenne annuelle en nitrate reste inférieure à 2 mg par litre après une coupe et que la norme de potabilité de 50 mg par litre n'a jamais été dépassée. Ce qui nous amène à dire qu'il n'y a même pas de précaution à prendre par rapport aux gestions habituelles de la forêt, alors que ceci ne soit pas interprété pour inventer de nouvelles gestions capables de dépasser les résultats favorables jusqu'ici obtenus. L'état le plus critique reste bien sûr la mise à nu des sols. Pour terminer sur cet aspect, l'acidification peut avoir lieu en secteur sensible. Les résineux et l'exportation des rémanents peuvent aggraver ce problème d'acidification. L'amendement est possible pour établir un équilibre. L'exploitation forestière peut créer des risques de turbidité, en particulier lors des opérations de débardage et lors du franchissement des cours d'eau. Bon, il suffit juste d'être un tout petit peu prudent et d'être attentif à l'entretien des engins. En ce qui concerne les conseils que nous pourrions mener en termes de gestion forestière et de qualité de l'eau, donc de mettre à plat des précautions dans l'exploitation des coupes, de favoriser la cicatrisation des peuplements mélangés. Lors des peuplements en pleine croissance, le risque est vraiment très faible. Et pour terminer, donc, je vais utiliser donc, un résultat donc, de Charnay, donc tout récent, de 2010, pour résumer les différentes fonctions hydrochimiques qui permettent d'obtenir ces relations remarquables par les couverts forestiers. Première fonction en ce qui concerne la production de l'eau. La génération par infiltration de masse d'eau à faible charge en polluants. Ceci est dû au fait que la sylviculture actuelle est une sylviculture très fréquente sans intrants, contrairement à l'agriculture. En ce qui concerne la fonction de protection, eh bien, elle concerne l'interception ou la fixation de polluants en amont. Donc, ayant travaillé sur un site hydrominéral, celui de Vittel, pendant 17 ans, je peux vous dire que les 47 km de haies plantées sur ce périmètre l'ont été pour permettre de finir de capter des nitrates issus des parcelles agricoles. Donc, les facteurs d'efficacité sont liés au taux de boisement dans le paysage, à la distance entre le boisement et le talweg et à la qualité de l'entrave au ruissellement. En ce qui concerne la dilution, il s'agit de transformer un flux chargé, donc ici illustré en rouge, par un flux moins chargé, illustré en bleu, venant des forêts. Et le phénomène correspond à un abattement de concentration en polluants par mélange avec une eau moins chargée. Donc, ce qui est un facteur d'efficacité, bien sûr, c'est le rapport des débits en présence entre ces deux flux. Enfin, sur la fonction d'épuration, il s'agit de créer une diminution partielle ou totale de polluants par exportation ou dégradation de ces mêmes polluants. Donc l'exportation concerne bien sûr les nitrates, les dégradations concernent les transformations des produits phytosanitaires. Les facteurs d'efficacité en cause sont la vigueur de la végétation, la connexion à la nappe et la surface ou les linéaires de contact. Maintenant, la deuxième partie de notre exposé vise à aborder la gestion préventive de l'eau dans des bassins mixtes. Alors mixtes s'entend au sens agricole et forestier, car l'essentiel des bassins qui alimentent en eau potable, en tout cas le continent européen, sont des bassins qui sont à la fois agricoles et forestiers. Je voudrais faire une introduction rapide de ce que pense l'agronome d'un concept d'économiste, les paiements pour services environnementaux. Il s'agit simplement de transformer un bien en une valeur, c'est-à-dire ce que j'ai dit sur les qualités d'eau tout à l'heure concernant la forêt, deviennent des euros, des dollars, des pesos. En tout cas, deviennent un support pour les forestiers qui seraient reconnus non seulement pour la fabrication de troncs, mais aussi pour la fabrication de l'eau. Et les plus invisibles, mais dans le cas des
la qualité des eaux pour les habitants, non moins importante. Alors, quelles sont les caractéristiques qui me semblent intéressantes dans ces services de paiement pour services environnementaux? Mais il s'agit d'un mécanisme volontaire. Il s'agit donc d'expliciter une disponibilité à payer pour le service environnemental rendu. Il s'agit d'un coût d'opportunité de la perte. Si jamais cette eau n'est plus potable, vous devrez bien faire quelque chose pour la rendre potable, car vous devez, en tant que maire, livrer de l'eau potable. Il s'agit d'un système redistributif des coûts et des bénéfices, système qui est en plus concerté. On peut attendre de ce type de mécanisme un gain positif pour les partenaires. Très souvent, il a besoin, pour être pérennisé, de garanties foncières, en particulier dans le domaine forestier, car les forêts sont des couverts qui nécessitent du temps pour se développer et du temps pour être exploités. Donc, il faut travailler aussi le droit juridique du foncier. Bien sûr, il s'agit d'établir des garanties financières. En cas de souci, d'être clair sur les sanctions à établir. Et ces contrats pour services environnementaux sont de nouvelles formes de contractualisation. Alors, sur le petit schéma en bas, il représente le fait qu'un acteur privé ou public, donc là j'ai mis en vert le forestier qui exploiterait cette petite partie de forêt, donc il peut être privé ou il peut être public, va contractualiser avec des acteurs privés. Et de l'autre côté, on a un État régulateur et on peut attendre de l'État qu'il favorise l'apparition de tels paiements pour services environnementaux. Alors, je vais maintenant vous illustrer la situation courante, c'est-à-dire la situation qui vise à illustrer un échec total. Ça fait plus de 3 décennies maintenant qu'il est totalement prouvé par la littérature de recherche que la qualité des eaux sorties des forêts est une très bonne qualité d'eau et que la qualité produite par les champs est une très mauvaise qualité d'eau pour la plupart des champs. Or, ceci n'a rien modifié du tout, ni dans la politique agricole commune, je tiens à être un peu plus pessimiste que l'introduction de tout à l'heure, ni dans les contributions actuelles que touchent les différents acteurs, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient forestiers. Alors, ce petit schéma vise à vous résumer les jeux entre les acteurs. Quand le monde n'est pas humain, on peut admettre qu'on a un bassin d'alimentation qui existe quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce petit ovale. Et ces petits rectangles visent à illustrer des portions de territoire que je vais animer tout à l'heure. De ce bassin sortent des ressources en eau. Ces ressources en eau deviennent une eau distribuée. Je me mets délibérément dans le cas d'une eau potable distribuée aux citoyens. Dans l'immense majorité de nos bassins d'alimentation utilisés en Europe, ils ne sont plus urbains. Même si la société européenne est très urbanisée, très métropolisée, l'exemple où nous sommes ici à Marseille est un très bon exemple de métropole européenne, eh bien, Marseille ne boit plus l'eau du jus de Marseille. Dieu merci. Et c'est vrai pour l'ensemble des captages européens. Les captages qui étaient en situation urbaine ont été fermés pour l'essentiel au tout début du XXe siècle, pour des raisons d'hygiène. Et donc l'essentiel de nos bassins d'alimentation qui alimentent à l'heure actuelle la civilisation européenne, qui est devenue une civilisation très urbaine, ce sont des territoires qu'on va appeler ruraux et où les principaux contributeurs au territoire de ces bassins d'alimentation sont les agriculteurs et les forestiers. Et l'eau est distribuée par des gestionnaires de ces ressources en eau
Dans la plupart des cas, les gestionnaires sont des collectivités territoriales et dans l'essentiel des cas européens, ce sont les maires qui sont en charge de ces distributions de ressources en eau. On peut admettre plusieurs configurations possibles. Je reviens à la diapositive précédente. Si jamais l'eau pose un problème de qualité, dans la plupart des cas, des euros sont mobilisés par les gestionnaires des ressources en eau pour mettre en place des solutions curatives. Alors, les solutions curatives sont de deux types essentiels. Le premier type vise à traiter l'eau de façon de plus en plus sophistiquée, donc de plus en plus coûteuse, de plus en plus technique, donc de plus en plus aléatoire. Et de l'autre côté, des réseaux qui, une fois qu'une ressource en eau n'est plus bonne, vont rechercher une ressource en eau ailleurs, jusqu'à ce que la politique de l'eau brûlée arrive à une difficulté importante. La Bretagne en est un exemple illustratif en France. Si jamais on ne veut pas mettre en œuvre de solutions curatives, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de mobiliser des euros pour payer les agriculteurs et les forestiers à mettre en place des solutions préventives. Et en termes de solutions préventives, il est évident que le coût pour un forestier de changer sa conduite pour parvenir à une bonne qualité d'eau sera très faible, vu que les conduites actuelles aboutissent déjà à une bonne qualité d'eau, alors que pour les agriculteurs, le coût sera plus fort, car la plupart des conduites actuelles des champs européens ne permettent pas d'obtenir une eau de bonne qualité. Donc vous avez un avantage économique différentiel redoutable quand on vous compare aux agriculteurs. Quelques petites conclusions en 2 diapositives. Pourquoi il s'agit de poursuivre des recherches sur l'établissement de services écosystémiques? En tant qu'agronome, quand j'étudie des pratiques humaines, elles ont 3 dimensions. La dimension des opportunités, qui vise à répondre à la question « Pourquoi donc les humains font ce qu'ils font ?» Ils ont plein de raisons de faire ce qu'ils font. Depuis le souhait de leur belle-mère jusqu'au statut du marché mondial. Ils sont humains. Les modalités de ces pratiques, eh bien c'est vrai que dans un bassin d'alimentation de captage, je peux choisir en tant qu'agriculteur de faire un colza blé orge, produisant de l'eau non potable de base, mais je peux aussi choisir de faire de la prairie fauchée pour bœuf à l'herbe, produisant de l'eau d'une excellente qualité en nitrate et en phytosanitaire. Et si je suis parmi vous et je parle forêt, eh bien vous continuez à conduire les forêts comme vous les conduisez, et vous pratiquez et vous produisez de l'eau de bonne qualité. Maintenant, les efficacités, eh bien oui, un forestier ne mesure jamais son efficacité ni en quantité d'eau, ni en qualité d'eau. Un forestier mesure son efficacité en quelque chose qui a rapport avec de la forêt, du tronc, du solide, de l'arbre, de la planche ou d'autres. Or, dans cette efficacité, il y a 2 dimensions. Il y a les effets et les conséquences. Quand en tant que forestier, vous vous intéressez à ce qui sort de la forêt par le haut, ce que vous voyez bien, ce qui fait à l'heure actuelle beaucoup de revenus économiques des forestiers, il s'agit des effets que vous visez en tant que forestier. Vous pensez surtout, bien sûr, à l'arbre et à ce qu'il peut produire. Mais il y a aussi des conséquences, cum sequere en latin, les petits morceaux qui viennent avec, ce qu'on n'a pas prévu, les dégâts collatéraux de nos militaires qui, de temps en temps, voient un obus rater sa cible. Mais dans votre cas forestier, ces conséquences sont un peu plus favorables à regarder droit devant. Car très souvent, si je prends les conséquences sur la ressource en eau, je vais dire que les forestiers, sans le faire exprès, font de la bonne eau. Maintenant, s'ils le savent, la seule chose à faire, c'est qu'ils ont à mettre en avant le fait qu'ils savent qu'ils font de la bonne eau et que pour cela, ils vont demander que ça change de statut. Ce n'est pas la conséquence induite d'une action involontaire, vous allez le rentrer dans la case de vos effets. C'est ce que je veux, moi, en tant que forestier, quand je pratique de la foresterie. Et si c'est le cas, eh bien, je vous propose de recourir au service écosystémique en établissant des cahiers des charges techniques. Dans votre cas, ce sera très simple. Dans le cas des agriculteurs, c'est très complexe. Et d'établir la structure de la rémunération. Et là, je
vous propose de faire confiance aux collègues économistes qui vous proposeront des structurations de la rémunération pour ce service produit par les forêts que vous conduisez. Merci de votre attention.